Bonjour Madame Rouquet, j'appelais pour prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? Bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Donc on va parler aujourd'hui de la grossesse après 40 ans. Est-ce qu'elle est en train de se banaliser? C'est en tout cas le vœu pieux de plus en plus de femmes sur une question qui revient aussi dans les patientèles, toutes questions confondues. Donc face à ce que la société impose, bien sûr au nom de l'envie de profiter de sa jeunesse, mais aussi de pouvoir réaliser des parcours professionnels paritaires, la médecine a longtemps répondu avec beaucoup de prudence. Nicolas Leblanc, vous êtes le médecin santé publique, co-animateur de cette émission qui est réalisée en partenariat avec Vive. On n'est pas directement dans votre spécialité là. Non, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mais le bonheur des patients est quand même un sujet classique de la médecine. Et quand on s'intéresse aux chiffres, les choses ont bien changé depuis 20 ans. Un enfant après 40 ans, ce n'est plus un phénomène exceptionnel. D'ailleurs, l'âge moyen de la grossesse est désormais de plus de 30 ans dans notre pays et de plus en plus de femmes sont tentées par des grossesses à des âges retardés. Près de 40 000 par an, alors qu'ils étaient 10 000 il y a 20 ans. Alors, que répondre aux questions de toutes ces femmes? Quel est le parcours idéal de la grossesse? Quels risques physiques pour les mamans à cet âge? Nous allons demander tout cela au professeur François Livenne. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes un des pionniers de la FIV dans notre pays et vous soutenez cette spécialité depuis très longtemps. Il faudra dire aussi peut-être un mot sur les problématiques d'ovocytes et de congélation des ovocytes, débat qui anime grandement le pays. Voilà, il faudra nous donner votre éclairage. Donc bonsoir, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Donc on ne peut pas commencer une émission en ce moment sans vous poser quelques questions. Est-ce que la Covid-19 a modifié quelque chose dans votre exercice? Oui, je pense qu'on ressent tous un petit peu une baisse d'activité. D'ailleurs, il se trouve que c'est en parallèle avec la fameuse baisse de la natalité de l'année dernière qui a été très importante. Et puis, je sais pas, j'ai pas la source, mais quelqu'un me disait récemment que le mois de janvier serait à moins 3 ou moins 4%. Est-ce que le problème, c'est qu'on ne sait jamais si cette baisse peut-être de gens qui se dirigent vers un projet de grossesse, est-ce que c'est lié à une anxiété liée à la période? Est-ce que c'est peut-être une crise économique? Parce que moi, je suis évidemment au secteur libéral, mais on a quand même l'impression que ça touche à la fois le secteur public et le secteur privé. Donc la stérilité en France est prise en charge à 100%. Et donc, il y a probablement une inquiétude. Oui, Nicolas. Alors, vous êtes un de nos meilleurs obstétriciens et vous n'êtes pas un homme des records, mais parmi vos patientes, quelle est la patiente qui a une grossesse la plus âgée, en fait, à l'âge le plus avancé, pardon? Alors, avec l'aide de la médecine, si vous voulez, on va dire qu'on a des grossesses à 42, 43, 44 ans. Bon. Après, intervient ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes permet de prendre l'ovocyte d'une femme jeune, et là, il n'y a plus d'âge. Le record mondial, le triste record mondial, c'est une Indienne de 72 ans qui a porté l'enfant pour sa fille. Donc on a pris l'ovocyte de sa fille, mais sa fille n'avait pas d'utérus et sa mère a porté l'enfant. Donc on peut, a priori, l'utérus ne vieillit pas, on va dire. Mais on va dire que moi, j'ai quand même une limite à... au-delà de 47 ans, je considère qu'on rentre dans une zone à trop fort risque. Il n'est pas exclu que la France, qui n'a pour l'instant pas de législation sur l'âge, elle arrête le remboursement Sécu à 43 ans, mais elle n'a pas d'interdiction. Le texte de la loi, c'est une femme en âge de procréer, ce qui est suffisamment flou pour permettre n'importe quel âge. Mais il semble qu'on s'oriente vers une éventuelle limitation à 45 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Et alors, limitation légale.
Et vous, votre avis d'expert, qu'est-ce que vous dites à ces patientes? C'est quoi votre rôle? C'est de leur interdire une grossesse à partir d'un certain âge, ou c'est de les conseiller au mieux de leur capacité? Vous savez, j'ai fait mes classes avec le professeur René Friedman, dont le premier livre s'appelait « L'irrésistible désir de naissance ». C'est un titre que j'ai rencontré toute ma vie. C'est-à-dire, certaines femmes, certains couples sont prêts à avoir un enfant, quels que soient les risques. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui avait une contre-indication cardiaque formelle pour je ne me souviens plus quelle pathologie, et qui a quand même été enceinte et qui en est d'ailleurs morte. Donc, on voit de tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir un enfant. Le titre d'émission, c'était « À tout prix », mais là, c'est même pas à tout prix. C'est un désir irrésistible qui fait que de temps en temps, il y a ces acharnements, des femmes qui font des dizaines, ils se vantent dans certains blogs, paraît-il, d'avoir fait 20 FIV, 30 FIV, elles mentent au médecin. Donc c'est une difficulté. Donc on essaye aussi, moi en tout cas, j'essaye à certaines femmes de leur dire « Mais madame, je regarde votre dossier, là, on ne peut plus vous aider. Il faut penser à arrêter, parce que... » Et certaines, d'ailleurs, me sont très reconnaissantes, parce qu'il y a aussi des médecins qui ont tendance à toujours penser qu'ils vont y arriver, alors que le cas est difficile. Et ça vous rendrait service, en tant que praticien installé depuis des années, d'avoir cette limite posée par la loi, ou ça serait Non, parce que ça me gêne. Je trouve que la loi n'a pas à se mêler de ça, parce que finalement... on va se retrouver avec une loi, par exemple, qui interdit aux hommes de plus de 60 ans d'avoir des enfants, alors qu'il y en a qui en ont naturellement à 80 ans. Pourquoi la loi viendrait se mêler de ça, ça me paraît un peu choquant, bien qu'à 60 ans, je ne me vois pas en train de faire un enfant maintenant, mais chacun fait comme il veut. Je trouve qu'il faut être raisonnable à partir du moment où les gens sont adultes et vaccinés. Non, je crois pas que la loi devrait fixer un âge limite. Alors, si on revient aux grossesses après 40 ans et leurs difficultés, si vous deviez résumer les problèmes posés par une grossesse de 40 ans en quelques minutes, qu'est-ce que vous nous diriez? Qu'est-ce que vous diriez à nos confrères généralistes? Voilà. Je dirais d'abord, c'est pas la grossesse à 40 ans, c'est la grossesse au-delà de 40 ans, et même les obstétriciens considèrent qu'on rentre dans des zones à risque vraiment à 45 ans. Premièrement, je crois que ce qui est important, c'est quand une femme a plus de 40 ans, c'est de voir est-ce qu'elle a des facteurs de risque. Les deux axes principaux de complications, c'est les problèmes cardiovasculaires, et au premier rang desquels l'hypertension artérielle, et les problèmes de gestion de diabète et de la glycémie. Donc je crois que moi, par exemple, quand je vois une femme de plus de 43-44 ans qui vient me voir pour une grossesse, par exemple en don d'ovocytes, je leur dis « Madame, première chose, vous allez voir un cardiologue et vous revenez avec une lettre me disant que vous n'avez pas de problème. » Donc ça, à mon avis, c'est déjà la base. Si cette patiente a des troubles cardiovasculaires, moi, je leur déconseille très formellement d'être enceinte. Après, si ce n'est pas le cas, elle rentre dans une grossesse à risque de ces complications donc hypertension, diabète, et ces deux complications induisent des complications pour le fœtus, pour les enfants, c'est l'accouchement prématuré et les petits poids de naissance. Voilà les deux complications principales pour le bébé, c'est prématurité et petits poids de naissance, et pour la femme, hypertension, diabète. Et la corrélation avec l'âge et réussite de la grossesse, comment elle s'opère? Elle s'opère de manière tout à fait flagrante. À partir de 35 ans, la fertilité de la femme baisse progressivement. À partir de 40 ans, elle descend, disons, en pente raide. Et à partir de 42-43 ans, c'est les falaises des Etretat. Au-delà de 43 ans, les chances d'une femme d'avoir un enfant naturellement sont très faibles. Elles existent, mais on va dire, je ne sais pas, c'est quelques pourcents. Bien. Après, la chose un peu terrible, mais qui est très importante à connaître, c'est qu'il y a d'énormes variations entre les femmes sur cette fertilité. Moi, j'aime bien me placer au bout de la fertilité, la ménopause. Physiologiquement, la ménopause, c'est en moyenne de 50 ans, et ça va de 40 à 60 ans physiologiquement. Donc, il y a 20 ans d'écart. Il y a des femmes qui sont ménopausées à 40 ans, et il y a des femmes qui sont ménopausées à 60 ans. On va dire la fertilité, c'est la même chose 10 ans plus tôt.
Il y a des femmes qui sont en moyenne, l'infertilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt 40 ans. Il y a des femmes exceptionnelles qui font un enfant à 49 ans, très peu. Et il y en a qui sont ménopausées, enfin qui n'ont plus de fertilité à 30 ans. Donc on ne peut pas dire, quand on voit une femme et qu'on voit son âge, on ne peut pas dire exactement dans quelle situation elle est. Il y a des femmes de 40 ans avec des ovaires parce que c'est ça la clé. La clé de la grossesse, c'est l'ovocyte, 80%. Donc il y a des femmes de 40 ans qui ont des ovaires qui ne marchent pas bien, très très mal, 10%. Il y a des femmes qui ont des ovaires qui marchent très bien, 10%. Et au milieu, il y a tout le reste. Mais donc ces ovaires qui marchent pas bien, c'est quoi? C'est parce qu'ils contiennent plus assez d'ovocytes ou ils contiennent des ovocytes de mauvaise qualité? Les deux, mon colonel. C'est-à-dire que la femme naît avec un capital folliculaire qui est créé quand le fœtus a 3 mois. Ce capital va se détruire avec le temps et il va éventuellement être détruit par des facteurs extérieurs. On en dira peut-être 2 mots. Mais globalement, plus on avance, plus ce capital descend. Et il y a un lien aussi avec l'âge de l'ovocyte. Plus l'ovocyte est âgé, moins il a de chances de donner un embryon qui peut s'accrocher. Plus il donne des embryons anormaux génétiquement qui ne peuvent pas s'accrocher, plus il donne aussi, par exemple, de trisomie 21 et de malformations, comme on le sait. Donc l'âge de l'ovocyte est une clé, en fait, et ça, on le sait depuis toujours, on n'a pas tellement le temps, mais il y a des études assez géniales qu'ont fait des Américains qui montrent que déjà, il y a 100 ans, quand les femmes mouraient à 50 ans, une femme qui se mariait à 40 ans, elle n'avait pratiquement jamais d'enfant. Donc la médecine a fait progresser formidablement l'espérance de vie, mais elle n'a pas amélioré elle n'a pas permis d'étendre la viabilité de l'ovocyte. Vous nous avez parlé de facteurs externes qui font... Le premier, c'est le tabac. Oui. Le tabac, évidemment, dégrade considérablement la qualité ovocytaire. Les femmes qui fument sont ménopausées plus tôt, ça a été montré. Il y a évidemment des interventions extérieures plus sérieuses, certaines chimiothérapies qui peuvent rendre ménopausées. Et puis, il y a cet énorme marigot qui est les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout ça pour lequel on suspecte très fortement un impact sur l'ovaire, mais qui est difficile à démontrer parce qu'on n'a pas, comme chez l'homme, un spermogramme, des valeurs, des millions, des mobilités. Et est-ce que l'âge du père joue chez une femme? Alors l'âge du père aussi joue, mais pas de manière aussi nette. Mais justement, parmi les raisons qui amèneraient les pouvoirs publics à limiter l'âge de procréation des hommes, il y a assez peu d'études, il faut le dire, une augmentation de la schizophrénie, par exemple, en fonction de l'âge du père. Mais ce n'est pas non plus des choses démontrées de manière claire. Des télomères, c'est ça, sur les chromosomes? Voilà, sur les chromosomes. Bon, la production spermatique pourrait être un peu moins bonne, mais bon, il y a quand même dans les magazines People, on a connu Charlot, 84 ans, Yves Montand, 79, Bortan-Caster, 82, donc il n'y a pas du tout cette limitation qu'il y a. Alors, une pathologie quand même qui influe, c'est les pathologies de la prostate. Donc, dès qu'un homme de 60-70 ans veut faire des enfants, s'il est atteint d'une pathologie de la prostate, évidemment, ça peut perturber sa procréation. J'ai connu des couples comme ça, parce qu'on voit des couples avec des hommes âgés. Alors, avec tous les progrès quand même de la médecine et toutes les études que vous avez citées, est-ce que vous avez des indicateurs pour quand vous voyez arriver une femme après un âge raisonnable pour évaluer Vous parlez de réserve ovarienne, oui. Mais je ne sais pas... Oui, exactement, de réserve ovarienne. Alors, ce qu'il y a, c'est que la réserve ovarienne, on ne peut pas apprécier exactement le stock. On pourrait couper l'ovaire en rondelles, mais bon, l'idée, c'est que si on retire l'ovaire, c'est pas vraiment le bon choix. Mais chaque mois, à l'entrée du cycle, l'ovaire dégage une petite cohorte de follicules qui rentrent dans le cycle, une vingtaine, quand tout va bien. Et on sait mesurer aujourd'hui cette cohorte avec une échographie, et on sait aussi la mesurer avec des prises de sang. Donc quand on fait une prise de sang et une échographie, on va mesurer cette cohorte et on sait que cette cohorte est un reflet de la réserve. Donc avec ce bilan au début du cycle, on a une idée de la fertilité de la femme. D'accord.
Alors, la procréation médicalement assistée dans tout ça, est-ce que vous posez des limites d'âge à vos patientes sur ce sujet-là de la PMA particulièrement? Alors, il y a 2 limites. Il y a une limite en France, vous savez qu'en France, c'est remboursé par la Sécu, donc il y a cette limite du remboursement qui est l'anniversaire de 43 ans. Au-delà de 43 ans, la femme n'est plus prise en charge pour ces traitements d'assistance médicale à la procréation, mais rien ne l'empêche de payer, etc. Mais nous, on a une limite, enfin, certains d'entre nous, on va dire les vertueux, pour être méchants, on se base quand même sur les résultats. Les résultats de la fécondation in vitro à 43 ans, c'est moins de 5%. Alors après, vous pouvez... Alors que chez quelqu'un de plus jeune, c'est plus de 20... à 30 ans, c'est 40%. Voilà. Hein, donc c'est quand même... 40% au-delà de plusieurs cycles, c'est ça? Non. Aujourd'hui, une femme de 30 ans qui a justement une fameuse bonne réserve ovarienne peut avoir 30 à 40% de succès par cycle. Après, en 3-4 essais, elle va avoir 80% de chance d'avoir un enfant. Une femme de 40 ans, elle va avoir 10-15% de chance, et au bout de 4 cycles, parce qu'il se trouve que la France rembourse 4 tentatives, donc c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle des taux cumulés. Au bout de 4 tentatives, là, c'est plutôt déjà plus que 40%. Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que ça. Et à 43 ans, ces chances, on va dire, c'est de l'ordre de 5%, et en cumulé, ça doit être de l'ordre de 15-20%. N'oublions pas que derrière, plus la femme avance en âge, plus elle a des fausses couches. Donc là, je vous ai parlé de taux de grossesse. Ce n'est pas des taux d'accouchement. Donc une femme de 40 ans a 40% de fausses couches. Alors il y a des limites médicales à la procréation médicale assistée, vous nous avez parlé de l'âge. Est-ce qu'il y a des contre-indications psychologiques? Est-ce que vous évaluez les situations psychologiques des femmes, des couples qui sont en demande? C'est un gros souci parce que, oui, bien sûr que depuis la loi de 94, d'ailleurs, le législateur a imposé que tout centre de fécondation in vitro puisse avoir dans son sein, dans son équipe, une psychologue. Donc on serait censé, en théorie, faire une enquête sur tout le monde. Alors, on ne le fait pas, mais disons que moi je trouve que ce qui est important, c'est de s'assurer du bien-être de l'enfant. Donc si on a... récemment, j'ai eu un couple qui étaient tous les deux traités pour des dépressions majeures. Voilà, on se pose la question, à ce moment-là, on peut tout à fait faire appel à un spécialiste et demander, voilà, que pensez-vous pour madame un tel et monsieur un tel d'un projet d'enfant? C'est assez rare que les psychiatres considèrent qu'un patient, même avec certaines pathologies, soit inapte à élever un enfant. C'est compliqué comme décision, mais ça m'est arrivé. Il y a aussi il y a eu des fois des choses sociales, des gens qui sont vraiment avec des difficultés, avec des tutelles, avec des choses comme ça. Ça peut arriver. Bon, c'est quand même rare. Alors justement, tout à l'heure, vous nous avez dit, c'est les grossesses, on ne parle pas des accouchements. Donc entre la fécondation que vous réussissez à obtenir chez une femme de plus de 40 ans et l'accouchement, vous nous avez parlé du diabète et de l'hypertension, c'est quoi les autres risques? On va dire que, enfin, pour simplifier, chez une femme qui est enceinte à 30 ans, elle a 15% de risque que ça n'aille pas au bout. Et chez une femme de 40 ans, c'est plutôt 40%, 40-50%. Et c'est des fausses couches? C'est des fausses couches précoces pour la plupart. Les complications de la grossesse qui vont arriver à une catastrophe tardive sont quand même rares. C'est quelques mieux contrôlées. Oui. Et les fausses couches spontanées donc, du premier trimestre, c'est plutôt des anomalies chromosomiques? Oui, dans l'immense majorité des cas. Et puis il y a quelques cas, au bout de, en théorie, 3 fausses couches. On peut le faire un petit peu avant dans le cadre de la PMA parce que ça demande tellement d'investissement. Il y a des facteurs, des troubles de la coagulation, des perturbations immunologiques et quelques couples qui ont des anomalies chromosomiques de cariotypes qui sont équilibrées chez eux mais qui se déséquilibrent chez le fœtus. Et l'accouchement, ça se passe comment après 43 ans? C'est pareil? Alors, normal, avec une petite exception, c'est qu'on a quand même un peu plus de grossesses multiples puisqu'on transfère pratiquement plus jamais 3 embryons. Donc, on n'a pratiquement plus de triplés. Mais on a encore des jumeaux, et ces jumeaux induisent une augmentation de la prématurité et des complications dont on a parlé tout à l'heure.
Et donc, quand ces femmes rentrent en consultation dans votre cabinet, vous leur expliquez tout ça, les contre-indications médicales cardiaques, les risques de grossesse. En théorie, oui. En théorie, oui. Et quelle serait la place du généraliste par rapport à ça? Vous travaillez avec eux ou les femmes viennent apprendre tout ça dans vos cabinets? Alors, j'ai quelques patientes qui viennent adressées par des généralistes, mais l'immense majorité des cas, c'est quand même des gens qui ont été traités par des gynécologues, et soit des gynécologues qui passent la main parce qu'ils n'ont pas de compétences assez poussées dans la prise en charge de l'infertilité, soit des gynécologues qui ont commencé par les traitements les plus simples et devant les échecs adressent un spécialiste de l'AMP. Moi, je pense qu'un généraliste, s'il était bien formé, serait tout à fait apte à faire un débrouillage de la stérilité d'un couple. Il faudrait organiser des formations parce que ça demande quand même c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, c'est des examens qui sont très opérateurs dépendants, l'interprétation. Mais on pourrait imaginer qu'un généraliste puisse faire le débrouillage d'un couple stérile. Alors revenons sur les femmes et la grossesse. Est-ce que le fait d'avoir eu un premier enfant avant 30 ans diminue les problèmes pour une deuxième grossesse ou pas du tout? Pas du tout, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'une femme qui a eu un enfant ou une grossesse a plus de chances d'avoir un enfant. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas parce que, je sais pas, ça a transformé son corps. C'est simplement parce qu'un des phénomènes les plus limitants de tout ça, c'est justement l'implantation des embryons. Il y a des gens chez qui ces embryons ne s'accrochent pas. On ne sait pas pourquoi. Ce matin, j'ai vu un couple, elle a 30 ans ou 33 ans, et son mari 30, tout va bien. Ça fait 4 fois qu'on fait des FIV, elles ont des embryons, à chaque fois, des très beaux embryons. Ça ne s'accroche pas. J'ai fait tous les examens possibles. Ce n'est pas le sujet de l'émission, mais il y a beaucoup d'examens pour essayer de rechercher des causes d'échec d'implantation. Et puis, c'est la boîte noire de la grossesse. On ne sait pas tout. Donc, quand une femme a eu un enfant, elle a plus de chances d'en avoir un deuxième, simplement parce qu'elle a fait la preuve que c'était possible une fois. Ce n'est pas parce que cette grossesse a changé quelque chose pour elle. Et il y a des traitements de la phase implantatoire? Vous avez l'air de dire non, pas du tout. Non. Il y a des explorations, d'ailleurs pas toutes validées par la Sécu. Il y a, on change. Vous savez, la procréation médicalement assistée, il faut être honnête, c'est un peu de la cuisine. Donc on change des choses et 20 ans, 30 ans plus tard même, il y a des tas de zones où on manque de connaissances et l'implantation est un des points noirs parce que c'est logique puisque une fois qu'on a mis l'embryon dans l'utérus, on ne peut pas faire des études, on ne peut pas aller chercher des choses à droite et étudier, etc. Et alors tout à l'heure, vous parliez que les généralistes pourraient justement vous aider, parce qu'effectivement, ils connaissent l'ensemble des maladies de cette femme. Vous, j'imagine, vous demandez un bilan minimum, vous l'interrogez sur ses antécédents. Et quand vous voyez arriver une femme qui est hyper tendue, elle a 42 ans, donc le temps presse, est-ce que vous attendez que son traitement hypertenseur soit au point, ou est-ce que vous engagez tout, tout de front? Je ne sais pas ce que font les gens, mais moi, si j'ai une dame, par exemple, qui a un antécédent de phlébite, on sait que les traitements de stimulation sont emboligènes, je l'adresse à un hématologue et j'attends la lettre de cet hématologue qui va me dire qu'est-ce qu'elle a, quel est son facteur, quel est son traitement, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner son traitement. Il faut être... Quand j'ai une patiente qui a une sclérose en plaques, je demande une lettre de son neurologue. Dès qu'il y a une pathologie, maintenant... on sait très bien qu'il y a eu des histoires célèbres de patientes qui, ayant été refusées par un médecin, je vous ai parlé de ma patiente avec un problème cardiaque, cette femme, moi je lui ai dit que je ne voulais pas et je sais qu'elle a été ailleurs et peut-être qu'elle n'a pas parlé de son problème cardiaque pour être enceinte. Ouais. Donc on peut aussi se retrouver, comme les patientes, je disais tout à l'heure, peuvent dissimuler le nombre d'essais qu'elles ont faits, elles peuvent dissimuler des pathologies si elles ont peur que ça va aboutir à un refus. C'est un problème. Alors, les grands fantasmes ou les grandes représentations aussi de la PMA, c'est des risques chromosomiques ou génétiques pour les enfants. Alors qu'en est-il de ces risques ou de ces non-risques pour les enfants? Il n'y a pas d'augmentation des risques génétiques pour les enfants. Il y a des pathologies qui ont été retrouvées dans le cadre des techniques un petit peu spécifiques qui concernent la stérilité masculine, puisqu'on fait une injection de spermatozoïdes dans l'ovocyte, et à un moment donné, on a trouvé quelques cas un petit peu augmentés de certaines malformations typiques. On pense qu'elles sont plutôt héritées
du papa que produite par la FIV. Certaines études ont trouvé de temps en temps des augmentations légères de certains syndromes, malformations, ce qu'on appelle les maladies empreintes, etc. Mais c'est des chiffres très très faibles. Donc il y a peut-être une augmentation, mais c'est très marginal. Donc les risques... Le risque absolu est très très faible. Le risque relatif peut être à la marge de la significativité. Et le risque de trisomie est plutôt corrélé à l'âge, là, ou oui, pas complètement. Complètement. D'accord. Et les résultats sont corrélés à l'âge. Si vous mettez la courbe de la fertilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui baisse à 35 ans et qui chute à 40, et que vous mettez la courbe des résultats de la fécondation in vitro, les deux courbes sont strictement superposables. Donc, il n'y a pas... faut pas imaginer, quand on a 30 ans, que se dire « je ferai un enfant à 40 ans », et si à 40 ans, j'y arrive pas, j'irai voir le docteur Oliven, et avec la FIV, il va me permettre d'avoir un enfant. Non, le docteur Oliven, à 40 ans, aura à peu près 15% de chance de lui permettre d'avoir un enfant. Et sur ces histoires d'anomalies karyotypiques, est-ce qu'il y a un diagnostic possible préimplantatoire pour la trisomie ? En France, le diagnostic préimplantatoire est possible dans un cadre extrêmement contraint, qui est celui des parents porteurs d'une maladie d'une exceptionnelle gravité, soumis à des comités spécifiques qui jugent de cette indication. Il y a 4 ou 5 centres en France, donc les délais d'attente sont longs. Dans beaucoup de pays qui nous entourent, la législation est beaucoup plus souple et on peut dépister, par exemple, la trisomie 21 et d'autres trisomies dans les embryons, justement, des femmes âgées pour essayer de ne replacer que des embryons sains. Il faut être honnête, ce n'est pas ça qui va augmenter les chances puisqu'on diagnostique les embryons qu'il y a, mais ça évite à la femme d'avoir un transfert qui ne marche pas ou un transfert qui va aboutir à une fausse couche. Et ça, malheureusement, la France reste fermée là-dessus. Et donc vous faites un certain nombre d'examens. Est-ce que dans ces consultations-là aussi, vous demandez aux hommes de venir au moins pour la première consultation? Est-ce qu'ils ont eux aussi des examens? Alors, ils ont systématiquement, enfin, il est souhaitable de faire systématiquement un spermogramme, puisque dans 40% des cas, on va trouver un sperme anormal, et ce facteur peut être le facteur d'infertilité ou un cofacteur d'infertilité. Alors, les maris ne viennent pas toujours. Moi, je n'exige pas que le mari soit là, mais la femme va repartir avec une ordonnance pour son mari, d'ailleurs, ce qui n'est pas totalement conforme à ce qu'il faudrait faire, mais faut être intransigeant là-dessus. J'ai eu récemment une femme qui vit avec un homme, bon, visiblement, je ne sais pas s'il est d'accord, pas d'accord, mais on sent que ça pose problème puisque le spermogramme, je n'arrive pas à l'avoir. Et elle me demande de la traiter. Et j'ai dit que tant que je n'aurai pas un spermogramme de son mari, je ne la traiterai pas. Donc, vous nous dites que vous êtes souvent face à des tensions, à des demandes en tout cas assez insistantes des couples. Souvent, non, mais oui, les demandes peuvent être oui, difficiles. Il peut y avoir des... Vous savez, ça avait été montré que les hommes veulent des enfants en moyenne 5 ans plus tard que les femmes. D'accord. Et quand un couple vient vous voir pour la première fois, avec ce désir de grossesse et d'assistance médicale, vous leur laissez combien de temps avant d'enclencher le processus? Alors, moi je pense, enfin, personne ne sait, mais disons, on pense qu'un couple jeune qui a des rapports fréquents, parce que ça c'est un autre point, et peut-être il faudra dire un mot, c'est qu'on voit dans nos consultations des couples qui viennent nous voir et qui ont des rapports rares, une fois par mois, une fois par semaine. Évidemment, il faut rappeler que la femme est féconde 12 heures par mois, donc le jour de l'ovulation, c'est une journée, et l'ovocyte peut être fécondé pendant 8 à 12 heures. Au-delà, il ne peut plus être fécondé. Donc, et le sperme a une durée de vie de 24 heures. Donc, on va dire que dans le mois, il y a 2 jours où la période de fertilité de la femme, c'est 2 jours de couple. Si le couple a des rapports une fois par semaine, ben, il a une chance sur 7 de tomber sur le bon jour. S'il a des rapports tous les jours, beaucoup plus. Donc, la fréquence des rapports sexuels est très importante. Et vous leur expliquez aux malades ça? Bien sûr. On leur demande moi je leur demande quelle est la fréquence des rapports sexuels. L'autre jour, j'ai un couple qui est venu me voir pour infertilité. Lui, il habite à Saint-Étienne. Elle habite à Paris. On a fait le calcul sur les 6 derniers mois. On s'est aperçu que
avec son calendrier, je suis rentré dans un calcul précis, on a vu qu'il y avait, en fait, depuis 6 mois, une seule période où elle avait pu être enceinte. Donc, ce n'est pas de l'infertilité. Bon. Maintenant, certains couples attendent de la médecine qu'on remplace leur relation. Bon. Donc, on va dire qu'au-delà d'1 an de rapport régulier, les chances de grossesse spontanée, quand tout va bien, ça devient faible, c'est 10-15%. Donc, je dirais un couple jeune, 1 an, de rapport régulier, pas de grossesse, consultation. Un couple avec une femme de plus de 38 ans, au bout de 6 mois, consultation. Et si, néanmoins... Un petit bémol, si bien sûr on a des antécédents chez l'un ou chez l'autre de pathologies évocatrices d'infertilité, je sais pas, la femme a été opérée des trompes, l'homme a eu un testicule qui n'est pas descendu, ben là, c'est pas la peine d'attendre 1 an. Alors, vous nous avez dit qu'au-delà de 40 ans, c'est quand même possible d'avoir des grossesses naturellement. Oui. Ça peut arriver. Donc, quand il y a une femme de 40 ans, est-ce que au bout d'un mois. Vous lui conseillez quand même de voir un spécialiste pour encadrer ce désir de grossesse, cette grossesse? Non. Justement, ça avait été fait par un très bon, un extraordinaire chercheur en santé publique qui s'appelait Léridon, qui s'est passionné pour la fertilité. Il avait montré que quand il n'y avait pas de pathologie, et quand le couple avait des rapports, il avait analysé des dizaines et des dizaines de données d'études françaises et étrangères. Il avait montré qu'une femme de 40 ans a en moyenne, si elle a une vie sexuelle fournie, en 1 an, 40% de chances d'être enceinte. Donc, à 40 ans, il ne faut pas se précipiter chez le médecin. Moi, je vois des couples, j'ai des couples qui viennent me consulter avec la pilule. La femme prend la pilule et me dit, voilà, je projette d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça n'a pas de sens. Donc, un couple dont la femme a 40 ans, sauf si elle a des antécédents ou, je ne sais pas, des règles tout à fait anormales ou des trucs comme ça, elle se donne 6 mois et, au bout de 6 mois, elle va consulter. Et si elle fume, si elle est grosse, il vaut mieux qu'elle arrête de fumer. Bien sûr, si elle fume, je lui demande d'arrêter de fumer, mais c'est compliqué, vous le savez. Si elle est grosse, je lui explique que c'est ça. Alors, grosse c'est grosse, mais... l'autre jour, j'ai vu une femme qui avait quand même, je n'avais jamais vu ça de ma carrière, un indice de masse corporelle à 52. Ah oui. Elle pesait 148 kilos. Et voilà, on ne peut pas. Mais la difficulté, c'est le temps qu'il va falloir pour qu'elle perde son poids. Je suis en ce moment 2 femmes avec des complications dramatiques de la chirurgie bariatrique. Une femme qui est avec des béquilles. Moi, j'y connais rien, mais... Apparemment, il y a des syndromes de dénutrition majeurs. On est sur une espèce de truc compliqué parce qu'il y a des femmes qui se font opérer. Cette femme-là, elle avait un surpoids modéré. Elle pesait 100 kilos. On lui a fait un bypass. J'ai trouvé ça totalement invraisemblable dans une structure parisienne très réputée. Donc, et elle est vraiment dans un mauvais état. Mais c'est sûr que le poids, et le poids a un impact sur les résultats de la FIV et sur la grossesse. Je leur explique bien, je leur demande d'aller voir un nutritionniste, on essaye de... Si elle est jeune, je suis assez intransigeant en disant il faut que vous perdiez votre poids avant. Et si elle a 38-40 ans, là, on est dans un drôle de dilemme. Parce que, évidemment, s'il faut 2 ans pour qu'elle perde ses kilos et qu'elle risque de perdre sa fertilité, c'est un gros problème. Est-ce qu'on peut prélever les ovocytes à ce moment-là, justement ? Ben, on peut les prélever, mais il y a certaines études qui montrent que le surpoids abîme parmi les choses sur lesquelles c'est néfaste, c'est éventuellement la qualité ovocytaire. Alors, ces couples viennent vous voir, ils décident d'entamer une procédure de PMA. C'est quoi la première étape? Vous les avez conseillés? Le bilan, et après vous boostez. Alors, le bilan, ensuite, avec le bilan, on décide entre, on va dire schématiquement, 3 axes principaux. Un couple qui a besoin d'un petit coup de pouce simple, ce qu'on appelle la stimulation ovarienne, une femme qui a des cycles irréguliers, qui a un problème d'ovulation, c'est quand même la première cause d'infertilité. Ça peut être juste une stimulation suivie et des rapports programmés. On peut y associer une insémination quand il y a un problème de sperme, quand il y a un problème de rapport sexuel, mais également même quand il n'y a pas, parce qu'il y a un petit bénéfice à l'insémination dans la mesure où on va prendre les spermatozoïdes les plus mobiles et les mettre directement dans l'utérus. C'est quoi les pourcentages de réussite de l'insémination? Plus bas, 10-15% par cycle. Mais on peut les faire tous les mois, alors qu'une FIV, on peut en faire une tous les 3 mois. Donc, en 3 inséminations, si l'indication est bien posée, on a les taux de succès de la FIV avec un traitement beaucoup moins lourd pour le couple. Donc, 3e piste,
c'est la fécondation in vitro, l'ICSI, etc. Donc ça dépend d'indications féminines et masculines. Et puis le dernier petit autre point, c'est l'homme qui n'a pas de spermatozoïde du tout, c'est le recours à un sperme de donneur, ou c'est la femme dont les ovaires ne marchent plus du tout, et c'est le recours au don d'ovocytes. Il y a des traitements pour masculins de l'infertilité? Alors, traitements médicaux très discutés en dehors de certains hommes qui ont des déficits hormonaux qu'on peut améliorer par des traitements hormonaux, en dehors de certains hommes qui ont des phénomènes inflammatoires ou des traitements antibiotiques anti-inflammatoires permettent de retrouver un certain nombre de spermatozoïdes, mais on a un traitement miracle qui est cette fameuse ICSI qui a été inventée en 92, où on prend un seul spermatozoïde, on l'injecte dans l'ovocyte et on a un bébé. Donc ça, on peut traiter, y compris des hommes qui ont 0 spermatozoïde, on peut aller prélever dans le testicule un spermatozoïde et avoir une grossesse. Donc le traitement de l'infertilité masculine, c'est un peu injuste, mais c'est plus facile que la fertilité féminine. Finalement, on commence par arrêter le tabac et maigrir pour les hommes, et puis après, on passe directement à l'ICSI, quoi. Si le sperme est très faible, oui. S'il est juste un peu faible, on peut faire une insémination. Il y a aussi maintenant un truc intéressant, surtout l'accompagnement nutritionnel, voir s'il mange bien, etc. Et là, il y a un programme intéressant qui s'appelle Bidadi qui accompagne les hommes, fait un petit questionnaire, fait des tests génétiques et leur propose un régime alimentaire avec des résultats intéressants. D'accord. Et donc, si je vous ai bien compris, ce n'est pas obligatoire quand on a 42 ans de passer d'emblée à la FIV. Non. S'il y a la possibilité de faire une insémination intra-utérine. Aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a beaucoup de gynécos qui font de la FIV tout de suite. Ça se défend parce que c'est vrai que si on regarde, les taux de succès de la FIV sont plus importants. Moi, je reste encore attaché au fait que s'il n'y a pas une vraie indication de FIV, il y a des vraies indications, l'insémination, si elle est bien faite et si on les fait tous les mois pendant 2-3 mois, on essaye et si ça ne marche pas, on fait une FIV. Et alors, cette émission avance et elle est très intéressante, mais donc on va essayer de pousser un peu les feux. On voit qu'il y a des femmes qui ont des cancers chez qui on peut faire des congélations d'ovocytes, des conservations d'ovocytes. Est-ce que ça vous est arrivé de voir des jeunes femmes qui sont dans une période de leur vie professionnellement où elles ne peuvent absolument pas s'arrêter, mais qui s'inquiètent du futur, qui vous ont demandé de congeler des ovocytes, et qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, bien sûr, on en a, mais on n'en a pas autant qu'on s'attendrait à en avoir. Enfin, moi, je reste un petit peu prudent sur cette méthode. Oui, on a ces demandes. Aujourd'hui, la France ne l'autorise pas, puisqu'elle ne permet la conservation ovocytaire qu'en cas de pathologies qui vont entraîner une stérilité, le cancer, l'endométriose, des choses comme ça. La loi de bioéthique la nouvelle loi de bioéthique prévoit de l'autoriser. Elle va repasser au Parlement normalement avant l'été. Après, il y a souvent des décrets, donc on peut dire, je ne sais pas, dans 2 ans, dans 1 an, dans 2 ans, on peut penser que cette disposition pourrait être possible. Aujourd'hui, on est obligé de les envoyer à l'étranger. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conservation d'ovocytes, déjà, ça se fait tôt, avant 35 ans, parce que si on le fait à 40 ans, évidemment, les chances sont très faibles. C'est les chances de la FIV, c'est pas mieux. Deuxièmement, il ne faut pas imaginer qu'avec ça, on va se faire une famille nombreuse. Un cycle de conservation, c'est à peu près 70% de chances d'avoir un enfant. Mais déjà, c'est ni 100%, ni 3 enfants. Donc, moi, je pense que c'est intéressant, mais il faut faire attention que ça ne soit pas pour les femmes une sorte de leurre où elles se disent ça y est, maintenant, je vais congeler mes ovocytes et tranquille, je pourrais faire mes enfants à 40 ans. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est une méthode intéressante. Nicolas, tout à l'heure, vous l'avez interpellé sur le don d'ovocytes. Alors, où est-ce qu'on en est en France ? Alors, le don d'ovocytes en France, c'est une catastrophe, car nous avons une loi sur tout ce qui est le don d'organes qui est très restrictive, qui empêche de dédommager, de rémunérer les donneuses. Donc, le don d'ovocytes est légal en France, mais il y en a très peu qui se font. Il y en a environ 300 tentatives qui se font. Et on estime qu'il y en a probablement 10 000 à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ils ont des donneuses qui défraient, s'ils ne sont pas super rémunérés, c'est de l'ordre de 800 €. Et en France, les couples doivent amener une donneuse, donc c'est aussi difficile d'en parler autour de soi. Le don d'ovocytes, c'est un truc un peu miraculeux, parce qu'il
Les taux de succès, tout à l'heure, je vous parlais de 30-40%, bah là, c'est plutôt 50-60%. Tout à l'heure, je vous disais, à 30 ans, en 4 essais, on est à 70% pour un couple jeune. En 4 dons d'ovocytes, 4 donneuses, mais on n'arrive jamais à ce nombre. Si une femme a un utérus normal, on est plutôt à 90-95% de succès. Donc le don d'ovocytes, bien évidemment, ce n'est pas les gènes de la femme, mais ça permet quasiment à coup sûr à un couple d'avoir un enfant que la femme a porté et mis au monde et qui est conçu par le père. Donc c'est assez génial. Et vous êtes confronté à beaucoup de demandes dans la matière? Beaucoup de demandes. Ça augmente énormément puisque l'âge des femmes augmente. Donc dès que l'âge des femmes augmente, ben, soit ça augmente parce qu'elles font des enfants tard, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et ça augmente aussi parce qu'il y a des nouveaux couples, beaucoup de divorces, des nouvelles unions de femmes qui, bien sûr, par définition, sont plus âgées. Moi, j'ai dans mon cabinet, j'ai fait l'année dernière, les femmes de plus de 38 ans représentent aujourd'hui 40% des femmes qui viennent me voir, donc c'est énorme. Et dans la palette thérapeutique, vous leur proposez en fin de course? Comment vous posez l'indication? Comment vous leur dites allez à l'étranger? On fait le bilan de réserve ovarienne et on dit vos ovaires sont compatibles avec un essai avec vos propres ovocytes, on y va. Et si ça ne marche pas, au bout d'un moment, on dit maintenant on a fait un peu le tour du truc, vous avez fait vos 4 essais, ça n'a pas marché, vous avez la possibilité du don. Vous avez des femmes qui ont une réserve ovarienne d'emblée catastrophique, on sait que ça n'a pas marché, on les aiguille directement vers le don. Et puis vous avez l'âge, c'est-à-dire les femmes de plus de 44 ans, même si la réserve est bonne, on ne leur donne pas de traitement d'AMP, on les aiguille vers le don. Et donner un ovocyte, c'est pas comme donner des spermatozoïdes, c'est non, il faut faire une FIV. Faire une FIV, quoi. Ouais, la donneuse fait une FIV. Ouais. Et donc c'est beaucoup plus lourd. Un petit mot peut-être? Alors c'est beaucoup plus lourd pour la donneuse, mais c'est beaucoup plus léger pour la receveuse. Parce qu'elle a juste une petite préparation de l'endomètre. Un petit mot sur la PMA pour toutes et tous ou sur la GPA? Ouais. Alors, PMA pour toutes et tous, moi je suis partisan de l'accès des femmes homosexuelles et des femmes seules parce que les données sur les enfants, on est 3 hommes, donc on peut peut-être le regretter, mais montre qu'on n'a pas forcément besoin d'un papa pour être heureux. Ça, c'est les données vraies, ce n'est pas les données de la Manif pour tous qui disent que les enfants sont très malheureux quand ils n'ont pas de papa. C'est des études scientifiques. J'ai fait un petit bouquin, je vous conseille, pour ceux qui sont en doute, peuvent le lire, ça s'appelle « Pour la PMA ». Et dedans, je donne les études, je montre les arguments. Donc, je suis favorable pour les couples homosexuels. Beaucoup d'études montrent qu'il n'y a pas de problème. Pour les femmes seules, c'est plus mitigé. Il y a probablement besoin de faire une sélection par des psychologues qui voient certaines femmes seules qui peuvent probablement s'orienter vers un enfant seul avec de bons résultats. Les Belges font ce genre de traitement depuis 1984. C'est quand même inimaginable. Nous, on est en 2001, il y a encore des bagarres dessus. Le Sénat vient de dire non. Pas 2021, pardon. Donc, les Belges ont fait pas mal d'études et ils ont un questionnaire, ils ont des enquêtes, ils reçoivent les couples systématiquement, enfin les femmes, et il y en a certaines à qui ils disent non parce qu'ils jugent qu'elles ne sont pas aptes. Donc ça, je suis pour. La GPA, je pense qu'il est possible, je vais être prudent, je pense qu'il est possible de faire une GPA dans de bonnes conditions si on s'assure que la porteuse n'est pas exploitée. C'est pas simple, mais je pense que c'est possible. Je pense que ça s'est fait entre sœurs, ça s'est fait avec des amis. Il y a un État aux États-Unis où les femmes qui sont candidates doivent faire état de leurs ressources et ils ont un cut-off pour éviter. Donc, je crois que c'est possible, c'est beaucoup plus compliqué, mais j'y suis favorable si c'est possible de le faire éthiquement. S'il n'y a pas de marchandisation. Voilà, je suis contre la GPA en Inde, en Ukraine. Parfait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Nicolas Leblanc, ou un petit mot de conclusion? Comment avez-vous
appréhender ce problème? Mais écoutez, c'est toujours passionnant. D'abord parce que, je ne sais pas si vous le confirmez, mais le problème de fertilité était, ou en tout cas était connu comme être grandissant dans ce pays pour de multiples raisons, qu'elles soient d'ordre biologique ou social, et que finalement de plus en plus de couples, et dans nos vies, on en a tous parmi nous qui sont confrontés à ce type de problème. Donc c'est passionnant, et en même temps on voit très bien que la médecine progressant, il y a encore des zones, il y a encore pas mal de zones d'incertitude ou de progrès qui restent à investiguer. Et puis le dernier point, c'est que je pense que les médecins généralistes ont peut-être un rôle à jouer, notamment dans les explications et l'éducation à la santé. Peut-être, vous nous l'avez dit, sur la sexualité, déjà, réexpliquer aux couples. Le tabac des jeunes filles. Moi, j'ai des enfants, maintenant ils ont 30 et 20, mais il y a quelque chose qui me frappait toujours quand j'allais chercher à l'école, c'est le nombre de filles qui fument. C'est les jeunes filles. Est-ce que ces filles, on leur a dit qu'elles sont en train de se... Moi, je trouve que les médecins généralistes ont sûrement un rôle d'éducation pour les filles par rapport à tout ça. Et l'école pourrait on pourrait imposer, est-ce que l'école, il y ait une conférence d'1 heure aux filles de 14 ans pour leur donner les grands axes. Parce que moi, je vois encore des femmes qui disent « Ah bon, à 40 ans, on ne peut pas faire d'enfant ». Est-ce que c'est un déni ou est-ce que vraiment elles ne savent pas? Mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Et c'est quoi, vous, votre conclusion ou votre message pour vos confrères? Je dirais, je vois 3 axes. Prévenir les femmes que leur fertilité baisse et qu'à partir de 40 ans, faire un enfant deviendra difficile. Prévenir les femmes que l'assistance médicale à la procréation, en dehors du don d'ovocytes, ne permettra pas forcément de contrer ce phénomène du vieillissement de l'ovocyte. Et ce que je vois de temps en temps, c'est plus rare, mais des femmes autour de 38 ans qui sont enceintes et qui décident de faire un avortement parce que ce n'est pas le moment, peut-être leur dire réfléchissez quand même bien parce que... Bon, moi, je suis favorable à l'avortement, hein, j'en ai fait beaucoup, mais je trouve que de temps en temps, je vois des femmes, je rencontre des femmes qui ont même fait des avortements dans le couple avec lequel elles viennent me consulter, qui se retrouvent avec une situation qui n'est plus la même, et qui regrettent en fait cette décision. Donc je crois que dans la décision d'interrompre une grossesse, il faut aussi penser à est-ce que j'ai encore la chance plus tard de refaire un enfant si on est dans une union satisfaisante. Il ne s'agit pas de garder n'importe quel enfant, bien sûr. Je ne suis pas anti-avortement du tout. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'avais retenu de mes études que la fertilité, c'était une activité sportive méconnue, la fertilité. Et je vois que chez la femme, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc, effectivement, je comprends que votre message soit important. Merci beaucoup de votre clarté. Merci, Nicolas Leblanc. Je vous dis bonsoir. Et la semaine prochaine, vous retrouverez le docteur Jean-François Lemoine.